Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Donc, je vais prendre la parole en l'absence de Madame Rabel, qui est la présidente du Conseil en architecture, en urbanisme et en environnement, qui vous prie de l'excuser. Donc, elle est vice-présidente du Conseil départemental et maire de Saint-Georges-d'Oléron. Donc, le Conseil en architecture, en urbanisme, en environnement 17 est heureux de vous présenter cette très belle exposition des maisons de bord de mer, fruit de plusieurs années de recherche dirigée par Gilles Rago, historien de l'architecture, missionné pour recenser toutes les maisons de bord de mer construites entre 1945 et 1980 sur toutes les communes littorales du département. Cette exposition se veut le reflet significatif des 12 000 maisons entrant dans cette étude. Elle a été conçue pour être itinérante et a vocation à être accueillie sur toutes les communes du littoral charentais-maritime afin de sensibiliser le grand public à son patrimoine architectural de bord de mer, car nul doute que l'on protège mieux ce que l'on connaît. Ce patrimoine parfois modeste est bien souvent méconnu, car loin du cliché des villas somptueuses de la période précédente et de leurs commanditaires fortunés. Si les villas modernes de Royan et les villas basco-landaises sont connues, la production antérieure à la Deuxième Guerre mondiale se prolongeant après, une majorité de la production de ces maisons, de la démocratisation des congés payés, reste modeste et très méconnue. Donc cette exposition qui illustre cette mutation, en démocratisant les congés payés, saura, je l'espère, vous faire prendre conscience de leur importance et de le soin qu'il faut leur apporter. Donc, Michel Galis, mon prédécesseur, que je remercie de sa présence, à la direction du CEE, et Gilles Rago nous font l'honneur d'être présents. Donc, je passerai la parole tout d'abord à Michel Galis afin qu'il vous expose la genèse de cette étude et la temporalité choisie, puisque c'est lui qui a l'initiative de ce travail. Gilles Rago donc, vous livrera lors d'une conférence d'une environ 1 heure les clés de lecture de son travail. Donc vous pouvez aussi vous procurer l'édition des Maisons des bords de mer, dont vous voyez la couverture du livre. Et puis enfin, Monsieur Coppolani, qui est vice-président à la CDA de La Rochelle, donc prendra la parole et je le remercie de nous accueillir à la médiathèque ce soir. Voilà. Michel. Oui, bonjour à tous. Merci aussi à Pascal Francisco, qui dirige à présent le CAUE, de me permettre en quelque part de conclure ce travail, puisque je suis désormais en dehors du monde du travail depuis 1 année et demie maintenant. Alors la genèse de ce travail, il est aussi le fruit de l'intérêt que le CAUE porte depuis son origine à l'architecture du XXe siècle, et certainement particulièrement lié à un intérêt spécifique autour de Royan. Alors, mes prédécesseurs, se sont intéressés à l'architecture de Royan, et pour ce qui me concerne, je n'ai que prolongé en fait cet intérêt avec un souci de regarder peut-être un peu plus loin que Royan et de s'intéresser à l'ensemble de l'architecture du XXe siècle dans le département de la Charente-Maritime. Alors ce premier intérêt, ce premier objectif, il va se traduire historiquement, en tout cas dans la genèse du travail qu'a produit Gilles, par un travail dit de repérage d'une architecture du XXe siècle. Alors le XXe siècle, c'est simple, hein, c'est 1900-2000, en Charente-Maritime. Et puis on s'est aperçu que ce travail de repérage, il pouvait être gigantesque. Et ainsi, on l'a limité géographiquement à une bande de territoire en Charente-Maritime, d'est en ouest. En gros, on part de Bury et puis on finit sur l'île d'Oléron. Donc on prend le milieu de la Charente-Maritime. Et puis une trentaine de kilomètres nord-sud, en évitant Royan, parce que Royan déjà très, très étudié. L'intérêt de cette bande, c'était qu'on incluait dans cette surface des surfaces, bien sûr, rurales, des villes saintes, aussi des infrastructures ferroviaires, des infrastructures fluviales, et puis évidemment le bord de mer. Ce que nous souhaitions, c'était un peu de repérer en fait quantitativement le poids peut-être de certains thèmes.
Alors, à l'issue de cette étude, ce sont des études en 2012, a émergé des choses telles que les blocos, par exemple, sur la côte atlantique, des éléments d'infrastructure comme les ponts, des châteaux d'eau, des gares, et puis des écoles, des laiteries également dans le monde rural. Et de façon assez majeure, ce qu'on appelait à l'époque les villas de bord de mer, les villas littorales, sur le littoral. Voilà, et donc à l'issue de ce travail, le CAUE a fait une exposition sur l'architecture du XXe siècle qui a été itinérante. Et plus tard, la DRAC, la Délégation régionale aux affaires culturelles, s'est intéressée également à l'architecture du XXe siècle dans ce qui était l'ex-Poitou-Charentes pour conduire toute une étude sur l'ensemble de ce territoire et hors agglomération. Donc l'étude, l'époque, a été confiée à Gilles Rago, qui était accompagnant d'une doctorante, Madame Huette. Et à l'issue de ce travail, donc sur l'ensemble du Poitou-Charentes, à nouveau, sur la Charente-Maritime, est apparu un thème qui semblait assez majeur, des villas littorales. Et à l'issue de la remise de cette étude, moi j'étais présent effectivement à ce moment-là, et on discute un peu avec Gilles, et je lui dis, écoute, vraiment, c'est intéressant, c'est 2 fois qu'on montre qu'apparaît ce thème, et il faudrait qu'on puisse faire cette étude. Et puis on se dit, banco, on peut y aller. Et je propose à Gilles à ce moment-là, pour à la fois des raisons scientifiques, mais il le présentera, de faire cette façon de travailler de façon pluriannuelle, avec une méthode qui permette à chaque fois de corriger éventuellement les résultats précédents. Et puis, donc, se donner le temps au temps. Et puis, financièrement aussi, ça permettait d'étaler un petit peu les choses. Donc, nous sommes en 2016. On se fixe un délai de 5 ans pour terminer ce travail. Et puis, on décide effectivement de prendre l'ensemble du littoral de la Charente-Maritime, donc du sud au nord, en prenant toutes les communes le long du littoral. Restait la question de la date. Alors, on a choisi de se centrer parce que Royan pesait, en tout cas, au sein de ces différentes études précédentes en termes de repérage, autour de l'architecture moderne. Donc on a pensé qu'effectivement, au-delà de Royan, il pouvait y avoir un intérêt à aller découvrir en tout cas des sortes de pépites, des choses intéressantes autour de l'architecture moderne. Et donc on a fait le choix de travailler sur une période de 1945 à 1980. Alors pourquoi 1980 ? Parce que selon Charles Jenks, en 1912, l'architecture moderne a été détruite. Et donc, on avait le postmoderne qui démarrait. Donc, l'idée, c'est toute la période moderne jusqu'au postmodernisme. Donc, on a dit que 1980, parce qu'en province, le temps que ça arrive ici, voilà, ça marchait quand même. Voilà. Et donc, écoutez, je suis ravi en tout cas qu'on sommes allés au bout. On s'était donné pour objectif, à l'issue de ce travail, de produire un livre. Il est là. Produire une exposition, elle est là, avec des objectifs un petit peu différents. L'exposition avait une vocation de circuler en Charente-Maritime pour montrer tout l'intérêt de ce patrimoine. Et le livre a à la fois une vocation de catalogue, d'exposition, mais aussi une vocation peut-être plus nationale pour montrer tout l'intérêt de cette architecture banale, mais très intéressante. Voilà, merci à tous. Et je vais passer la parole à monsieur. Merci. Tout d'abord, je tiens à excuser Monsieur le Président de l'agglomération qui n'a pas pu être là ce soir, donc que je représente, Jean-François Fontaine. Eh bien, je suis extrêmement heureux de vous accueillir et d'accueillir cette exposition, parce que si on fait une exposition sur les maisons de bord de mer, alors pas que les maisons, mais l'architecture de bord de mer, ou l'accueillir en Charente-Maritime, je dirais pas, c'est sinon à la médiathèque Michel Crépeau. Parce qu'en architecture de bord de mer, c'est quand même un bâtiment qui est bien marqué par ce style-là, et qui fait beaucoup de références d'ailleurs au langage maritime, c'est bien la médiathèque Michel Crépeau, en plus insérée dans un quartier comme la Ville-en-Bois, où là vraiment on est au cœur
de beaucoup de bâtiments qui représentent cette architecture-là. Donc s'il y avait bien un lieu pour accueillir cette exposition, c'était bien ici. Et puis, donc l'agglomération, bien entendu, est très contente, mais j'ai aussi notre casquette, c'est casquette de maire. Casquette de maire qui délivre des permis de construire aussi. Et quand on voit, alors je ne veux pas pouvoir rester jusqu'à la fin, mais je suis venu un petit peu plus tôt pour pouvoir voir l'exposition, justement. Et donc je l'ai parcouru tout à l'heure. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes, bien évidemment. Et moi, ce qui me parle le plus là-dedans, c'est de voir qu'au fil du temps, se sont construites des maisons, des villas, et 12 000 entités, j'ai entendu tout à l'heure, c'est énorme. C'est un travail colossal là, dont on vous a chargé. Oui, je me doute, mais en 5 ans, c'est bien ça. Hein, donc, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant, franchement, autant d'entités, je dirais entités architecturales, j'ose pas dire maison villa, parce que je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça, mais qu'il y en avait autant dans notre département. Et je veux dire, en tant qu'élu de proximité, de mairie, donc de maire, de petite commune, pas forcément, la mienne n'est pas forcément littorale, directe, mais on se pose la même question, c'est quand on établit des règles, quand on établit les fameux PLUI, les règlements d'architecture, on essaie toujours de faire des chartes pour préserver un petit peu souvent l'existant, mais on se rend compte finalement qu'il y a des choses qui sont bâties dans les années 50, 60, qui ont peut-être dû choquer, je pense, à l'époque, parce que c'était très novateur, parce que ça changeait beaucoup du style existant, et que maintenant, ces gestes architecturaux-là, ce sont devenus les joyaux du patrimoine de maintenant. Donc, je dis, moi, ça m'a vraiment, ce que je retiens de cette petite visite-là, qui est un peu courte, mais je pense que je vais aller la refaire dans quelques jours, c'est qu'il faut être modeste quand on est en responsabilité, quand on doit faire les règlements. Il faut aussi savoir anticiper ce que sera le patrimoine de demain. Et là, moi, ce que j'ai vu, c'est les gestes d'il y a quelque temps, donc du siècle dernier, parce qu'en fait, finalement, c'est ça, c'est le XXe siècle principalement qui est là. Et ces gestes-là qui ont peut-être pu être heurtants pour la population, peut-être pour certains élus, maintenant, on est bien content de les avoir parce que c'est devenu la caractéristique de notre territoire, de notre département. Et voilà, merci pour ce travail en tout cas. Et je vais vous laisser la parole pour votre conférence. Merci à vous. Juste pour remercier donc l'agence Thémaprod qui nous a accompagnés puisque le CAE n'était pas seul, le photographe donc Yann Verdefroy, les maquettistes qui ont fait les magnifiques maquettes que vous pouvez admirer sur l'exposition, Designers Unit qui ont fait la scénographie, l'identité graphique, et Herman Éditeur qui a travaillé donc sur l'ouvrage que vous pouvez vous procurer. Merci et puis bonne conférence. Fonctionner, j'espère. Et merci au phare pour la captation de ce soir, qui sont nos habituels compagnons. Merci. Bien, merci à vous, merci d'être présent ce soir. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Madame Francisco. C'est effectivement un travail collectif. Il y a beaucoup de monde qui a travaillé à la réalisation de ce livre, à la réalisation de l'exposition. Et je dois aussi très sincèrement remercier le CAUE de m'avoir donné la possibilité de vraiment travailler sur la durée et d'avoir offert des conditions de travail, de recherche, que souvent la recherche institutionnelle que l'on connaît à l'université n'offre pas. Et donc là, on a vraiment pu avancer et avoir un échange et faire évoluer le sujet de cette étude. Donc, ma présentation, elle porte sur ces maisons des bords de mer, donc ce livre qui est accompagné par l'exposition qui est à côté, que vous avez peut-être déjà commencé à regarder. Et pourquoi avoir travaillé donc sur ces maisons des bords de mer? Bien, Michel Galis l'a déjà dit un peu, c'est un type de programme important et encore plus donc dans des villes de bord de mer, dans des stations balnéaires où il y a donc cette typologie de la villa balnéaire. Mais nous ne sommes pas restés sur
cette expression et sur cette typologie de la villa balnéaire parce que, d'une part, je me suis rendu compte que beaucoup de maisons qui avaient été construites dans les années 50, 60, 70 pour être des maisons de villégiature, des maisons de vacances, étaient devenues des résidences principales, mais également que des résidences principales construites à cette époque étaient devenues aujourd'hui des maisons secondaires, des maisons destinées à la location, donc à des séjours estivaux. Et donc, le phénomène, en plus, est complètement, je dirais, amplifié par les plateformes de location en ligne que l'on a aujourd'hui et qui permettent, au fond, de louer à peu près n'importe quoi. Et on voit bien, d'ailleurs, dans les taux de résidence secondaire des Charentes-Maritimes qu'on atteint des niveaux assez exceptionnels, rares en France, qui dépassent les 80% sur certaines communes. Donc, en fait, c'est aussi pour cela que dans l'évolution de l'étude, on est passé avec Michel Galis du désir de travailler sur des villas authentifiées comme étant balnéaires, c'est-à-dire destinées à des vacances, à au fond prendre en compte la totalité de la production des maisons de bord de mer, à l'exception des maisons se trouvant dans des lotissements concertés que Thierry Jean Monod et Chantal Calais, qui sont ici, ont abordé dans une étude déjà financée par le CAUE. Donc cette étude, elle a évolué au fil du temps, mais elle est restée autour de ce thème de la maison individuelle, de la villa. Ce terme de villa est d'ailleurs un terme qui disparaît dans la nomenclature des plans, des typologies qui sont présentées après la Seconde Guerre mondiale, et elle est utilisée, quand elle est utilisée, à la fois pour désigner des résidences extrêmement importantes, comme des toutes petites maisons de rien du tout. Donc le terme de villa doit être abandonné, à moins qu'évidemment il soit utilisé par le propriétaire lui-même, mais doit être abandonné comme outil de réflexion. Et travailler sur la maison individuelle, c'est aussi travailler sur un type de programme qui a toujours été dans l'histoire de l'architecture un champ d'expérimentation architecturale. Et François Loyer, qui est un des grands historiens de l'architecture du 19 et du 20e siècle, dit en 1983 « La grande villa résidentielle est le programme privilégié des architectes pour une clientèle riche qui leur donne toutes les facilités. » Et il enchaîne en disant « L'affaire devient importante, une réputation se construit autour de quelques œuvres réussies, la villa prend donc pour l'architecte autant d'intérêt que la grande commande publique. » Et voilà, là, on a un type de programme intéressant. Pourquoi ? Parce que dans la construction d'une maison individuelle, plus ou moins luxueuse, il y a d'abord une relation étroite entre le client et son architecte. Et puis, souvent, il y a des moyens importants qui sont mis à disposition des architectes. Et ce que j'ai étudié sur ce littoral de Charente-Maritime, entre 1945 et 1980, part autour de maisons qui sont assez exceptionnelles pour, en fait, petit à petit, au fur et à mesure que l'accès aux vacances, l'accès au bord de mer se démocratise, à une forme de banalisation de l'architecture et de l'architecture balnéaire, peut-être au point d'ailleurs de postuler sur le fait que l'architecture balnéaire, enfin que les villas balnéaires n'existent plus à partir des années 80. Alors il faut bien s'entendre aussi sur le terme de balnéaire, hein, ça désigne donc des maisons destinées à des vacances, mais il n'y a pas de style balnéaire. Il y a en revanche des traits récurrents. C'est-à-dire que lorsque vous construisez une maison en bord de mer et que vous y venez pendant les vacances, vous êtes à la recherche d'une sorte d'invitation au voyage, d'exotisme. Et donc vous voulez, après avoir fait 2-3 heures de voiture ou quelques heures de train, trouver un cadre qui soit complètement différent de celui où vous habitez à Paris, à Bordeaux, à Angoulême, à Poitiers, qui sont les principales villes d'où viennent les touristes de ce secteur. Et donc il y a cette recherche d'exotisme, il y a aussi une recherche de fantaisie, parce qu'on est dans un cadre de vacances. Et donc on peut s'autoriser plus de fantaisie architecturale que dans la maison individuelle, l'hôtel particulier ou l'appartement que l'on occupe à l'année. Et puis le troisième critère, c'est celui de la relation entre l'intérieur et l'extérieur, parce que, et c'est illustré d'ailleurs en partie par cette maison, parce que quand on vit l'été au bord de la mer, on vit très souvent dehors. Et donc les architectes vont avoir une attention particulière pour tous ces espaces intermédiaires entre intérieur et extérieur, les grandes loggias, les grands balcons, les grandes galeries filantes, les escaliers extérieurs, les pergolas. Tous ces éléments-là sont des espaces tampons entre intérieur et extérieur. Voilà ce qui va, en fond, caractériser l'architecture balnéaire au XIXe siècle, mais encore au XXe siècle. Et je postule que dans les années 70-80 du XXe siècle,
ces qualités disparaissent. Bien sûr, on construit toujours quelques villas exceptionnelles où il y a ces qualités, mais dans l'ensemble, ce qu'on appelle la villa balnéaire a disparu dans cette période au profit, et c'est ce que je verrai à la fin de cette présentation, au profit d'une forme d'hybridation entre la maison de bord de mer et puis le pavillon de banlieue plus ordinaire. Donc, cette villa, elle est généralement un lieu d'expérimentation. Claude Laroche, qui est chargé de mission à l'inventaire des monuments historiques, à l'inventaire régional, pardon, en Nouvelle-Aquitaine, explique dans un autre texte, si une villa balnéaire est soumise via les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre aux tendances de l'architecture domestique du moment, elle les exprimera de façon exemplaire et brillante dans le cadre moins contraignant de la ville nouvelle littorale, loin de la ville normale et de ses contraintes. Donc ce que dit bien Claude Laroche confirme les propos de François Loyer, à savoir lorsqu'on est au bord de mer, on se lâche un petit peu, on a la possibilité d'expérimenter des solutions architecturales différentes. En revanche, cette maison qui date des années 30, qui est sur la Méditerranée, est totalement, je dirais, non exemplaire, exceptionnelle dans la production des maisons balnéaires. L'architecture moderne, telle qu'elle est illustrée là, ne pénètre pas ce milieu de la maison balnéaire avant la Seconde Guerre mondiale. D'une manière générale, l'architecture moderne reste assez marginale en France avant la Seconde Guerre mondiale. Mais en tout cas, sur le littoral, en dehors de cette maison d'Hélène Gray et de Jean Badovici, il n'y a quasiment pas de maisons modernes, et en tout cas, sur le littoral de Charente-Maritime, il n'y en a pas vraiment, en tout cas de cette radicalité architecturale. Alors, sur l'architecture balnéaire, on a maintenant un matériel absolument conséquent, notamment grâce à Bernard Toulier, conservateur général honoraire du patrimoine, et qui, il y a une bonne trentaine d'années, a lancé des programmes de recherche autour de cette question du balnéaire, qu'on ne connaissait pas tellement à cette époque-là, et le balnéaire en général, pas uniquement les maisons, les casinos, les établissements de bains, etc. Et ça s'est traduit par un grand nombre de publications, dont certaines de Bernard Toulier, que je vous recommande, Architecture et urbanisme, villégiature des bords de mer, et puis plus récemment, en 2016-2017, le catalogue d'une exposition qui avait été présentée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Tous à la plage, illustré ici par une vue de la Grande Motte, près de Montpellier, qui venait un peu clore ce programme de recherche lancé sur une trentaine d'années. Donc on a, et pour commencer cette étude, j'avais à ma disposition, je dirais, une bonne connaissance de ce qu'est l'architecture balnéaire. Et puis, si on est plus sur la dimension locale, sur la Charente-Maritime, il y a des travaux importants, et notamment, vous connaissez probablement ceux de Frédéric Chassebeuf, qui est un historien d'art rochelais, qui a beaucoup publié sur l'architecture balnéaire, les bords de mer, mais surtout fin du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il a moins travaillé ou pas travaillé sur l'après-guerre, comme ça on se répartit le travail. Et puis il y a également sur d'autres communes que la Côte-de-Beauté ou Royan, d'autres ouvrages qui ont permis de donner de l'information sur cette architecture balnéaire en Charente-Maritime. L'ouvrage que j'avais fait avec Thierry Jean Monod et Nicolas Nogue sur Royan, la reconstruction des années 50, où on n'abordait pas tellement la question de la maison individuelle. Et puis ensuite, il y a eu l'étude d'Antoine-Marie Préau, les ouvrages très illustrés de Charlotte de Charette plus récemment. Et puis sur un certain nombre de communes ou de secteurs, des ouvrages qui traitent plus ou moins de l'architecture contemporaine, de l'architecture d'après la Seconde Guerre mondiale, généralement sur le Châtelaillon ou sur la Tremblade. Sur la Tremblade, il y a très peu de choses sur l'architecture, en fait, et c'est surtout sur l'avant-guerre. Et puis, fait exception l'ouvrage de Philippe Lafont qui aborde la totalité de l'architecture, de la production sur l'île de Léron, y compris dans ses prolongements les plus récents. Donc, il y avait un matériel, mais la nécessité, et on l'a bien senti avec Michel Galis, d'essayer d'avoir cette vue d'ensemble qui manque très très souvent pour aborder cette architecture. Alors, le terrain d'étude, voilà, c'est 41 communes, de Méchères-sur-Gironde à Charon, aux confins de la Vendée, y compris les îles, 41 communes que j'ai sillonnées rue par rue, impasse par impasse, avenue par avenue, dans leur totalité, soit physiquement, soit virtuellement, pour essayer de repérer les maisons
qui ont été produites entre 1945 et 1980. Et il y avait cette nécessité de passer par ce recensement complet, enfin complet, le plus complet possible en tout cas, parce qu'une autre caractéristique de ce secteur, c'est que ça a été extrêmement peu publié dans les revues d'architecture après la Seconde Guerre mondiale. Il y a pratiquement aucune publication de maisons individuelles dans les revues d'architecture et même dans les revues de décoration. Donc ça a permis de recenser 12 000 maisons. Alors, j'ai évidemment pas travaillé sur les 12 000 maisons, mais 12 000 qui ont été répertoriées avec leur adresse, avec une photo à minima et avec leur localisation sur le cadastre. Et ça m'a permis, si vous voulez, en ayant cette vue d'ensemble, d'isoler au sein de ces 12 000 maisons des corpus plus pertinents et véritablement pertinents sur soit des secteurs, soit des périodes données. Où là, je peux vraiment, à partir de quelques dizaines ou quelques centaines de maisons, avoir une analyse approfondie et véritablement représentative, puisque j'ai une vision d'ensemble. Donc voilà la méthode qui a été utilisée. Et à ce travail de recensement s'est ajouté l'analyse de 4500 dossiers de permis de construire à peu près, qui apportent des informations sur qui sont les architectes. Et puis, il n'y a pas que des architectes, il y a beaucoup d'entrepreneurs, concepteurs aussi, et également quelle est la matérialité réelle de ces maisons, comment elles sont construites, quels sont leurs plans, parce que je n'ai pas pu en visiter beaucoup, évidemment. Et donc, c'est toute une masse d'informations qui était utile pour ensuite revenir à un corpus beaucoup plus restreint, qui est dans le livre, qui est dans l'exposition, mais qui est, j'en suis persuadé, absolument représentatif de ce qu'a été cette production. En rouge, ce sont les communes qui étaient déjà considérées comme des stations balnéaires avant la Seconde Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire que les autres n'accueillaient pas des touristes, mais elles ne peuvent pas être considérées vraiment comme une station balnéaire. Alors, ces communes qui accueillent une activité balnéaire, c'est d'abord des communes où il y a des plages. La carte de l'architecture balnéaire, c'est la carte des plages. Elles n'y sont pas toutes là, mais il y a les principales plages de Charente-Maritime. Et c'est là où il y a des plages qu'on va trouver les constructions les plus intéressantes. Et puis, pour identifier aussi ces communes, je veux dire, ces communes où cette histoire recoupe celle de l'accès à ces communes. Celle des liaisons maritimes qui existaient entre les différentes îles, avec La Rochelle ou avec Royan, avec la Tremblade. C'est aussi l'histoire de l'émergence, de l'arrivée plus exactement, du chemin de fer. À partir du dernier quart du 19e siècle, la plupart de ces communes de bord de mer voient l'arrivée du chemin de fer et ça va souvent être l'élément déclencheur de l'activité balnéaire. Les prémices de cette activité balnéaire sont d'abord à La Rochelle, même si le développement de l'activité balnéaire à La Rochelle sera au fond freiné par la petitesse, l'étroitesse de la plage, avant le développement du quartier des Minimes, mais là on est en dehors de la période qui m'intéresse. Et puis après, sinon, le grand secteur de développement de l'architecture balnéaire, c'est le secteur de Royan, notamment autour de cette liaison par tram entre Saint-Georges-de-Didonne et Ronces-les-Bains, qui fait qu'on avait là, entre Méchet, Saint-Georges-de-Didonne, Royan, Vaux-sur-Mer, Saint-Palais, une offre touristique, une offre balnéaire unique en Charente-Maritime. Il n'y en a pas d'aussi importante. Donc là, on voit se dessiner un peu la carte de ce qu'a été cette étude. Alors, quelle était cette architecture balnéaire avant la Seconde Guerre mondiale, donc au moment où moi je vais commencer à travailler? J'ai dit il y a un instant, il n'y a pas d'architecture moderne. Il n'y a aucune maison véritablement relevant d'une architecture moderne avant 1945 sur ce littoral. Mais ce n'est pas exceptionnel, c'est quasiment la règle sur l'ensemble du littoral français. L'architecture qui va dominer entre les deux guerres et surtout dans les années 30, ça va être cette architecture régionaliste, mais pas de la région d'Aunis et de Saintonge. Un régionalisme d'importation, donc on est dans un paradoxe complet. Mais pas si paradoxal que ça, parce qu'au fond, ce que les propriétaires de la maison Quichalin recherchaient quand ils venaient à Ronces-les-Bains, c'était justement, je ne sais pas d'où ils venaient exactement, mais c'était justement d'aller dans un ailleurs qui les fasse rêver. Et donc, l'architecture basco-hollandaise était un moyen, là aussi, c'était une forme d'exotisme qu'ils pouvaient s'offrir. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver cette architecture basco-hollandaise dans une
dans une grande proportion, aussi bien à Ronces-les-Bains, où il y en a vraiment énormément, mais aussi sur l'île d'Oléron, et puis ailleurs sur le littoral. Il y a une exception, et je reviendrai sur cette exception à plusieurs reprises, c'est l'île de Ré. L'île de Ré va rester fermée à quasiment toute influence venant d'ailleurs. On ne trouve quasiment pas d'architecture basco-hollandaise dans l'île de Ré. Il y en a quelques rares exemples, mais infimes. Il n'y a pas d'architecture moderne non plus, y compris après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1980, sur ce secteur. Donc c'est cette architecture-là qui offre un véritable exotisme, une véritable invitation au voyage qu'on va trouver en particulier. Alors pourquoi il n'y a pas un régionalisme ou un néo-régionalisme saintongeais ou onisien? Eh bien parce que l'architecture traditionnelle, vernaculaire de la Charente-Maritime, c'est une architecture extrêmement modeste. Des maisons souvent basses, des maisons très peu percées, avec aucun décor, avec un enduit qui vient cacher la réalité de la construction, avec un toit à double pente. Ça ne se prête pas à la caricature comme l'architecture basque, ou bien l'architecture normande, ou bien l'architecture provençale ou alsacienne peut le faire. Donc, le phénomène du régionalisme qui émerge à la fin du XIXe siècle ne touche pas certaines régions, et en particulier le Poitou-Charentes et la Charente-Maritime. Donc, on va chercher du régionalisme, mais ailleurs, du régionalisme d'importation. Parfois, au mieux, entre guillemets, ça va se matiner d'éléments plutôt art déco. On le voit dans la simplification des lignes ici, des arcs, ou bien des colonnes, ou bien des corbeaux. Il y a là une petite touche art déco. Mais c'est ça qui va vraiment dominer avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, Le Corbusier et Pierre Jeanneret vont bien réaliser une maison au Mat, donc un petit peu au nord de Royan. Mais c'est une maison qui n'est pas une maison puriste. Ce n'est pas une maison comme ils viennent de faire à peine 2 ans auparavant la Villa Savoie à Poissy. C'est une maison qui n'est pas régionaliste, mais qui a un côté rustique, qui a un côté rural presque, avec la présence de la pierre, la présence de la brique, la présence du bois en abondance. Donc une volonté là de se fondre et puis aussi d'explorer d'autres matérialités et d'autres effets de texture. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant aussi dans cette maison, c'est la nature de la toiture. Le Corbusier et Pierre Jeanneret n'utilisent pas une toiture à double pente, parce que ça fait vraiment trop architecture traditionnelle, mais ils vont inverser les pentes. Donc c'est un toit à double pente inversé, donc avec l'eau qui s'échappe, on le voit ici sur le côté, ou bien en partie centrale de la maison. Et ce type de toit à double pente inversé, probablement c'est un des premiers dans l'histoire de l'architecture, et en tout cas, après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le secteur de Royan, les architectes vont beaucoup reprendre cette solution parce qu'elle a l'avantage au fond, de permettre de faire une toiture traditionnelle, même si elle est inversée, et d'avoir en ligne de façade une ligne droite, une ligne nette, et pas la vision du toit. Donc on est là dans une certaine image quand même de modernité. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la période après 1945, et donc de 1945 à 1980. Michel Galis l'a expliqué, on est parti de 1945 parce que c'est un peu le moment de basculement. C'est le moment où l'architecture moderne, qui était d'avant-garde avant la guerre, s'impose, pas brutalement, mais petit à petit, au cours des années 50-60, comme le mode de production dominant de l'architecture en France, et pas simplement en France, à l'échelle internationale. Donc ça nous donnait une date extrêmement intéressante, et en plus, il y a le contexte de l'après-guerre, et notamment de la table rase. On voit ici à Royan, ce qu'il reste, c'est une photo de 1947. Donc la table rase peut être, je dis bien peut être, une occasion d'expérimenter autre chose. Mais ça ne suffit pas, la table rase. Il suffit de regarder ce qui a été fait lors de la reconstruction en Normandie, en Picardie ou en Alsace-Lorraine. On n'a pas fait d'architecture moderne. On y a fait une architecture plutôt beaux-arts, matinée d'éléments empruntés aux caractères locaux. Mais il n'y a pas vraiment d'architecture moderne. En dehors du Havre, Maubeuge, Royan, voilà, c'est à peu près tout pour toute la reconstruction en France. Donc la table rase n'est pas une condition suffisante pour faire autre chose. Il faut une volonté architecturale. Et sur le secteur de Royan, cette volonté a existé. Pourquoi 1980 ? Là aussi, Michel l'a bien expliqué. Dans les années 70, cette modernité qui est devenue triomphante, notamment à travers les grands ensembles, eh bien, déçoit en partie.
et elle est contestée. Et cette contestation va passer par la recherche d'autres manières de faire de l'architecture. Et donc, 1980 est un peu le moment où ça commence, fin des années 70. Et donc, c'est pour ça que je me suis arrêté là. Et puis, bon, 35 ans aussi, ça suffit à son homme pour avoir du travail. Alors, cette période, en plus, entre 45 et 80, c'est ce qu'on désigne généralement par l'expression des 30 glorieuses. Donc, celle d'une élévation forte et rapide du niveau de vie des Français, et ce qui veut dire par derrière, pour le sujet qui nous intéresse, une démocratisation des vacances, qui a commencé certes en 1936 avec les 2 semaines de congés payés octroyés par le Front populaire, mais qui n'a pas déclenché, qui n'a rien changé là, sur l'architecture entre 1936 et 1939. Les gens n'ont pas les moyens, simplement, d'aller en vacances. Donc, c'est un point de départ, mais il n'est pas suffisant. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de cette période de reconstruction et puis de prospérité économique, de plein emploi qui émerge, que petit à petit, le niveau de vie des Français s'élève et l'État octroie une 3e semaine de congés payés en 1956, une 4e en 1969 et la 5e en 1982, donc juste à la limite de la période qui est la mienne. Donc, c'est là vraiment où il va y avoir une mutation profonde et énormément de construction et aussi donc, un accès de toute une partie de la population française qui n'avait pas jusqu'à présent accès aux vacances et encore moins à la possibilité de construire une maison pour abriter justement ces séjours de vacances. Et avec cette démocratisation, il va y avoir, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, une forme de banalisation de cette architecture. Alors je ne le regrette pas, je ne porte pas de jugement de valeur, je trouve ça très bien que les gens aient pu accéder aux vacances. Je fais partie de cette classe sociale qui a pu accéder aux vacances à ce moment-là, mais c'est un constat que l'on peut faire en tout cas pour prendre en compte, pour bien comprendre cette évolution de l'architecture des bords de mer. Et ça se traduit aussi à travers d'autres chiffres qui sont ceux de l'accès à l'automobile. En 1930, il y a 1 400 000 automobiles en France et en 1960, ça a été multiplié par 4 pratiquement, on est à plus de 6 millions. 10 ans plus tard, le chiffre a encore doublé, on est à plus de 13 millions et à la fin de la période qui m'intéresse, on est à 27 millions de véhicules. Le développement des stations balnéaires s'est fait d'abord avec les bateaux, ensuite avec le chemin de fer. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment l'automobile qui va être le vecteur de développement, le support du développement et de la démocratisation des vacances. Et ça peut se traduire aussi par des chiffres ou par des courbes. L'analyse des permis de construire m'a permis, sur certains secteurs, de pouvoir faire des analyses économiques, ou en tout cas d'approcher des analyses économiques. Et donc là, sur le graphique, vous avez le coût en fait, moyen d'une maison à Royan entre 1951 et 1961, rapporté en équivalent de mois de salaire d'un employé en bleu ou d'un cadre en gris. Et donc on voit très clairement qu'en 1951, il faut l'équivalent de 100 mois de salaire pour qu'un employé puisse se faire construire une maison à Royan en bord de mer. Et 10 ans plus tard, il ne faut plus que 61 ou 62 mois pour construire une maison du même type. Et chez les cadres, on est à environ 38 mois de salaire et c'est divisé par 2, on est un peu en dessous de 20, 10 ans plus tard. Donc on voit cette évolution, cette progression du niveau de vie qui permet à de plus en plus de monde d'accéder à des maisons et d'où ce phénomène un peu de banalisation que l'on peut constater en Charente-Maritime, mais que l'on pourrait constater sur tous les secteurs du littoral. Alors, à partir de ce cadre, donc, à travers l'ouvrage et l'exposition, j'ai pu déterminer à la fois des thèmes et en même temps une évolution chronologique pour chacune d'elles. Avec d'abord, et je vais revenir sur chacun de ces points, ce qu'on peut appeler les derniers feux du classicisme et du régionalisme entre 1945 et 1965. Et là, c'est notamment beaucoup autour de Ronces-les-Bains, de l'île d'Oléron ou de secteurs comme cela. Ensuite, une modernité inventive dans la même période, entre 1945 et 1965. Il y a vraiment là, et en particulier dans le secteur de Royan, mais aussi sur La Rochelle, une création architecturale dans une écriture moderne tout à fait intéressante. Et puis après, on a un phénomène de banalisation des types
à partir de 1960 jusqu'en 1980, une perte de qualité, je vais y revenir, et face à cette perte de qualité et à la contestation de cette modernité, on va avoir, à partir du milieu des années 60, l'invention, au fond peut-être d'un régionalisme de Saintonge et d'Aunis, vraiment un régionalisme de Charente-Maritime, avec ce qu'on peut appeler une postmodernité, donc quelque chose qui critique la modernité, qui vient après la modernité, et vernaculaire, inspiré des traditions locales. Alors, le premier point, c'est ces derniers feux du classicisme et du régionalisme. Sur le classicisme, ça va être vite vu, parce que sur les 12 000 maisons que j'ai recensées, il n'y en a que 2 qui renvoient à l'architecture classique. Et c'est très étonnant parce que dans le même temps, sur les chantiers de la reconstruction dans le nord de la France, en Bretagne ou en Normandie, le classicisme est encore le cœur de la culture des architectes qui font cette reconstruction. C'est la même chose en Nouvelle-Aquitaine aussi, dans toute la Gironde notamment. Donc, ce classicisme, il ne passe pas là, et il ne passe pas en bord de mer pour une villa, parce que justement, il ne correspond plus à cet idéal de vacances. Il a correspondu à cela, mais lorsque c'était la villégiature à la fin du XVIIIe ou au XIXe, et que c'était une classe sociale aisée dont le classicisme était la culture architecturale, là, on pouvait l'utiliser en bord de mer. Mais en dehors de cette maison faite par un architecte parisien pour un directeur de colonie de vacances à Ronces-les-Bains, une maison qui existe encore, et cette maison de Jacques Josselin, qui est un architecte important à La Rochelle après la Seconde Guerre mondiale, la maison de Marcel Petit, c'est une maison qui existe toujours à La Rochelle, mais assez difficile à photographier depuis la rue. En dehors de ces 2 maisons, je n'ai pas trouvé d'architecture qui vraiment renvoie à cette architecture classique. Il peut y avoir évidemment dans les modes de composition ou dans certains détails parfois des échos, mais en tout cas, ce classicisme disparaît de la maison balnéaire, alors qu'il était très important avant la Seconde Guerre mondiale, après 1945. En revanche, le régionalisme est encore très présent. Moi, j'imaginais qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'était terminé le régionalisme, surtout d'importation basco-hollandaise. Et en réalité, il représente encore 6,5% de mon corpus, ce qui est quand même considérable. Et on le voit assez bien réparti sur l'ensemble du territoire, même si Royan, Ronces-les-Bains sont les secteurs les plus touchés encore par ce régionalisme. Mais c'est toujours un régionalisme basco-hollandais, et non pas encore un régionalisme local. Et il n'y a pas de différence réelle entre cette maison de Sainte-Apolline à Ronces-les-Bains qu'on peut dater entre 46 et 52. Lorsque je mets datation IGN, ça veut dire que je n'ai pas les archives, peut-être elles existent, mais je n'ai pas pu les consulter. Mais par contre, avec les photos aériennes réalisées par l'IGN, on peut arriver à dater dans une fourchette plus ou moins étroite quand une maison n'est pas sur la photo et quand elle apparaît. Alors évidemment, il faut regarder en détail, mais on y arrive. Et c'est un indicateur extrêmement intéressant. Mais entre cette maison et la Villa Quichalin, il n'y a aucune différence. Et si vous allez sur le site de l'Office du tourisme de Ronces-les-Bains, la Tremblade, vous allez voir que ce qui est vendu, c'est l'architecture du début du siècle. Ronces-les-Bains, la station balnéaire du début du siècle. Alors que, quand on regarde les chiffres, on a plus construit de maisons à Ronces-les-Bains entre 1945 et 1980, sur 35 ans, qu'en 75 ans, entre les débuts de la station au XIXe siècle et 1940. Et donc, l'image que l'on a de Ronces-les-Bains est un peu faussée parce que cette architecture pittoresque, régionale, basque-hollandaise, elle se poursuit. Et il y a beaucoup d'exemples, et des exemples extrêmement intéressants. Ce qui donne une unité architecturale, d'ailleurs, très forte à cette station. Donc, il y a beaucoup d'exemples, avec plus ou moins, évidemment, de distance par rapport au modèle. Et très souvent, ce sont des maisons qui sont faites par des entrepreneurs concepteurs de grande qualité. Alors, on peut aussi trouver des traces de cette permanence de cette continuité avec l'avant-guerre dans d'autres types de villas, par exemple ici à Saint-Georges-de-Didonne, la villa Silvana, qui reprend ce que Frédéric Chassebeuf a très bien démontré, très bien expliqué dans ses ouvrages, à savoir la typologie du castel, la villa castel, celle qui reprend des accents de l'architecture castrale, et très souvent par l'existence d'une tour, donc qui fait un peu château. Alors, on va en trouver quelques exemples encore après-guerre. Matinée de référence régionale, mais là encore, c'est quelle région? Enfin, dire
les rentes génoises, on trouve ça dans tout le sud de la France. Alors, dans chaque région, vous allez avoir des historiens pour vous dire, voilà, ça, c'est les caractères de l'architecture locale. Oui, peut-être, mais c'est aussi à l'échelle de la moitié de la France. Donc, on a aussi ce type de permanence de cette architecture régionale d'un autre type. Et puis, petit à petit, cette architecture régionaliste d'importation est condamnée. Elle est condamnée parce que, d'abord, la culture architecturale évolue. Les publications des grandes revues renouvellent l'univers des architectes, mais aussi, je dirais, les prescriptions architecturales changent et progressivement, on voit de plus en plus de permis de construire avec ces annotations de l'architecte chargé de délivrer ou non le permis qui barre ici ces espèces de jambes de force, les faux colombages, le petit auvent pittoresque au-dessus de la porte et qui, dans son avis, confirme tout ça. Il dit que les faux pans de bois seront supprimés en façade principale, qui sera traitée dans le même esprit que la façade postérieure, avec enduit général blanc ou ton pierre, et sans pastiche de style basque. Et j'ai trouvé plusieurs exemples de ces corrections et de cette volonté d'arrêter de travailler avec ces références. Là, on est entre 1951 et 1953. C'est un projet d'un entrepreneur concepteur important sur Châtelaillon qui s'appelle Marcel Ravaille. Alors, donc, cette culture basque-hollandaise et ce régionalisme d'importation va s'estomper milieu des années 50, encore peut-être jusqu'au début des années 60, mais il va y avoir un petit coup de pouce pour prolonger cet élan qui va être donné par l'État français à travers le concours qu'il lance en 1953. 1953, c'est le moment de la loi Courant, du nom du ministre de la Reconstruction de l'époque, qui lance un grand programme de logement collectif, ça va être le début des grands ensembles, et puis qui lance aussi un concours auprès des architectes pour qu'ils élaborent des plans types de maisons individuelles qui vont être labellisés région par région, mais enfin on peut utiliser exactement les plans types que l'on veut. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'abaisser les coûts en utilisant des plans types. Et également, l'idée, c'est d'aider par des subventions, le million, les maisons millions, les gens qui vont accepter d'utiliser ces plans types. Et parmi ces plans types, énormément sont des projets qui renvoient encore une fois, une dernière fois peut-être, à une architecture supposée régionale, mais là on le voit, c'est une maison qui a été faite à Châtelaillon, elle reprend là encore des caractères qui sont plutôt du sud-ouest du pays. Donc cette procédure des Logeco va avoir un impact fort. D'abord, un certain nombre de ces maisons vont être construites. Alors ce sont a priori pas des maisons destinées aux vacances, mais beaucoup vont le devenir en réalité très vite. Non seulement on en construit beaucoup, mais également, voilà, ça va donner une image de l'architecture de la maison en général qui va être, je dirais, qui va servir de modèle pour d'autres constructeurs. Alors, il y en a d'autres exemples ici à Châtelaillon, parfois avec des détails très très soignés. Alors, on retrouve les lambrequins qui remontent au XIXe siècle, mais une façon aussi de traiter de manière très graphique, très stylisée, les faux trous de boulins qui sont supposés attester de la présence d'un pigeonnier dans les combles. Et on le voit dans les clichés régionalistes qui perdurent encore dans les années 60. Il y a les rentes génoises, cette façon de souligner les ouvertures par un rang de tuiles, les faux colombages, les faux trous de boulins, les jambages en pierre de taille assez appuyés. Et dans les faux trous de boulins, et là, même le propriétaire a poussé le luxe jusqu'à mettre une petite colombe en céramique pour montrer que c'est bien fait pour accueillir des pigeons. Alors, à côté de cela, il y a une modernité inventive extrêmement dynamique entre 1945 et 1965, et particulièrement dans le secteur de Royan. Notamment grâce à cette table rase. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas suffisant. C'est parce que Claude Ferré, qui était architecte en chef de la reconstruction de Royan, mais aussi de Saint-Georges-de-Didonne et de Vaux-sur-Mer, a su accompagner cette évolution que ces jeunes élèves qu'il avait à Bordeaux ont insufflé sur l'architecture de la reconstruction de Royan.
On le voit, la majorité, 61% des exemples d'architecture moderne de tout le littoral charentais se trouvent sur Royan. La Tremblade, il y en a un petit peu aussi, mais après, c'est La Rochelle où on en trouve le plus. Mais ça ne va pas être la même architecture qu'à Royan. C'est une architecture plus de maison de ville et dans un style plus inspiré du rationalisme, tel que les architectes Rochelet Griset, Pierre Griset notamment, avaient su déjà insuffler sur La Rochelle avant la Seconde Guerre mondiale. Et si on superpose les secteurs qui ont été les plus touchés par la guerre, on voit qu'il y a une certaine forme de correspondance quand même entre les lieux qui ont été ravagés par la guerre et les lieux où il y a une forme de modernité la plus accentuée. Mais quand on regarde à Royan, Claude Ferré et Georges Vaucheret, qui travaillaient avec lui au début, là c'est la première esquisse pour la première mise en forme architecturale pour la reconstruction de Royan. Ce n'est pas du tout un projet moderne, ce n'est pas non plus un projet saintongeais, c'est un projet classique, c'est un projet qui renvoie à la culture beaux-arts qui est celle de ces architectes. Sur le plan urbain, il y a ces deux grands bras du front de mer qui débouchent sur deux grandes cours, une plus petite que l'autre, qui s'enchaînent l'une dans l'autre. Ça fait penser à l'enchaînement des cours du palais de Versailles. Et puis, il y a des colonnades un petit peu partout, et un temple, ici, qui est le temple du jeu, le casino. Donc, on part sur une reconstruction telle qu'on va l'avoir dans le nord de la France. Mais il va se passer un phénomène particulier. Les architectes de Royan vont découvrir l'architecture brésilienne, qu'ils ne connaissaient pas, qui avait été présentée au Musée d'Art moderne de New York en 1943. Toute une école, une jeune école d'architecture moderne brésilienne, emmenée notamment par Oscar Niemeyer, qu'ensuite un numéro d'architecture d'aujourd'hui en septembre 1947 a fait connaître en France, et qu'avec Thierry Jean Monod et Nicolas Nogue, nous avons pu montrer comment, justement, elle avait transformé, bouleversé les références à Royan, faisant basculer Royan d'une écriture néoclassique à une écriture véritablement moderne. Donc, je ne vais pas développer ce mécanisme, je vous renvoie à ces ouvrages, et particulièrement à l'ouvrage que j'ai fait avec Thierry, mais en tout cas, les résultats sont là. Et on le voit avec les premières maisons modernes de Royan, et notamment celle-ci de Louis Simon, architecte parisien, un des deux architectes en chef adjoints de la reconstruction de Royan. Et on voit comment, sur la base d'un cube, tel que Le Corbusier, par exemple, avait pu l'imaginer dans les années 20, il casse le cube, il pénètre, il en retire un morceau pour placer une loggia en biais dans laquelle s'insère un escalier hélicoïdal, où d'ailleurs, au départ, il n'y avait pas le garde-corps. Le garde-corps est très très récent, moins de 10 ans. Donc une sorte de prouesse et de fantaisie architecturale qu'il n'y avait pas auparavant. Et là, on va avoir une création véritablement originale. On peut comparer cette maison à la maison d'à côté, faite juste avant, par Maurice Griden, un architecte parisien pas très connu, mais qui a beaucoup travaillé. Il a fait notamment le premier palais du cinéma, le premier palais du festival à Cannes. Et son immeuble, qui est en fait une maison particulière avec l'office du docteur Cando au rez-de-chaussée, et lui aussi, elle aussi se situe dans une forme de modernité. Mais c'est la modernité plutôt classicisante des années 30. Ce qu'on trouve à Paris sous la plume de Jean Ginsberg, de Michel Rouchepitz, par exemple. Ce n'est pas cette modernité inventive, joyeuse, complètement débridée qu'on va retrouver. Je pourrais multiplier, il y en a des centaines, et parmi ces centaines, il y en a quelques-unes qui sont d'un niveau véritablement très élevé à l'échelle nationale, voire internationale. C'est le cas de cette maison Villa Tribord à Mur de Marc Quentin, qui est un des deux grands architectes de la reconstruction de Royan, un des plus inventifs sur le plan de la modernité. Et cette maison, là aussi, c'est un cube, mais pratiquement déconstruit, pour reprendre le vocabulaire du déconstructivisme qu'on utilise aujourd'hui, avec des ruptures grâce à ces balcons et ces loggias un peu partout, et à l'intérieur, une invention spatiale absolument étonnante. Et j'ai pu visiter encore récemment cette maison, elle est dans un état remarquable, et c'est vraiment conçu comme ça, avec des espaces complètement fluides, ouverts les uns sur les autres. Il y a là une vraie invention
Et vous voyez comment la forme de base est rompue par la courbe et par ces excroissances des différentes loggias ou balcons. Là, on est vraiment dans un très haut niveau d'invention, comme la villa Boomerang également de Pierre Marmouget. Marmouget, c'est quelqu'un de totalement inconnu, mais c'est probablement le grand architecte de la reconstruction dans ce secteur, celui par lequel la modernité probablement arrive sur ce secteur. Et la villa Tribord-Amur et la villa Boomerang, avec Michel Galis, on n'a pas résisté de la faire représenter en maquette, parce que ce sont vraiment deux très grandes réalisations, avec, là encore, au niveau du plan, beaucoup d'inventions, et notamment, rien que ce détail, vous voyez comment, ici, on a un claustrat coloré, polychrome, qui vient chercher le visiteur juste à l'arrivée de l'escalier, sur la galerie qui borde la maison, et comment ce claustrat rentre à l'intérieur de la maison et s'enroule autour d'un escalier hélicoïdal qui permet de descendre au rez-de-chaussée, et comment il délimite un petit espace de travail. Voilà des solutions extrêmement inventives que Pierre Marmouget ou Marc Quentin ont su imprimer à cette architecture. Et puis évidemment la villa Ombre Blanche, extrêmement connue, presque une sorte d'icône de la reconstruction de Royan, qui elle aussi est fortement inspirée, là, presque même copiée sur des modèles de maisons brésiliennes et notamment d'Oscar Niemeyer. Et surtout dans la photo là, de Yann Verdefroy, ce que l'on voit bien, c'est cette opposition. Il y a 75 ans entre ces deux maisons. Et on voit bien le gap, la rupture cette fois-ci. Et cette architecture-là, on la trouve encore dans les années 30. Il y a encore des maisons qui sont construites. Regardez les ouvrages de Frédéric Chassebeuf. Donc on voit là à quel point il y a eu une rupture extrêmement importante. Et on pourrait multiplier les exemples. La Villa Mirabel, par exemple, qui est remarquable, moins luxueuse, moins travaillée au niveau des espaces intérieurs, mais la composition de l'extérieur, l'utilisation de la couleur, des aplats, presque comme des tableaux de l'abstraction géométrique de Mondrian, par exemple, est intéressante. Et là, il faut souligner, faite par Roger Barre. Roger Barre n'est pas un architecte. Roger Barre, c'est quelqu'un qui doit avoir une formation d'ingénieur, qui a un bureau d'études techniques, donc qui est un constructeur avant tout, et qui fait des tas de maisons extrêmement intéressantes. On va en voir d'autres exemples. Vous voyez encore comment le travail sur les épaisseurs, sur les échappées visuelles, qui est absolument remarquable. Alors, un autre exemple à Vaux-sur-Mer, c'est surtout sur ce secteur Saint-Georges, Royan, Vaud et encore Saint-Palais qu'on va trouver la majorité de ces maisons. Et là encore, celle-ci, très inspirée par le Brésil, elle est faite par Claude Fest, qui était un artisan plâtrier. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que déjà une grande partie du marché de la maison individuelle échappe aux architectes, en tout cas, ils ne s'y intéressent pas véritablement. Et un certain nombre d'entrepreneurs concepteurs, alors il y a des géomètres, il y a des dessinateurs industriels, il y a des spécialistes en agents immobiliers, etc., qui s'improvisent constructeurs, concepteurs, et parfois qui réalisent des choses vraiment extrêmement intéressantes, mais dont les revues ne parlent absolument jamais. Les revues d'architecture ne vont pas parler des non-architectes. C'est réservé à la profession. Voilà un autre exemple dont je n'ai pas encore retrouvé le permis de construire, mais peut-être il existe encore. C'est une maison assez ordinaire, on voit avec son toit à double pente, mais il y a devant cette loggia complètement en biais, avec l'escalier hélicoïdal qui vient transpercer la loggia, qui donne cet air de modernité et cet air un peu brésilien. Et puis il y a aussi tous ces systèmes de filtrage de la lumière par des brises-soleil, par des claustras, qui là aussi sont vraiment importés du Brésil. C'est là où on a trouvé la source première. Et voilà, il y a plein de modèles comme ça de percements, un peu à la manière d'un moucharabier qu'on va trouver sur ces façades, avec des ronds, des carrés, des triangles, des losanges. Il y a à peu près toutes les formes. Notamment, on le voit ici, sur cette autre maison de Roger Barre, une maison qui, à la fois, donc, présente ces éléments de percement qui vont permettre de doser la lumière, comme aussi les pavés de verre juste en haut du mur, et puis aussi le mélange des matériaux qui est intéressant. On est dans les années 50, c'est-à-dire dans un moment de pénurie de matériaux, de rationnement des matériaux. Ces architectes ne peuvent pas se permettre d'être doctrinaux. Ils ne peuvent pas se permettre de faire des maisons qu'en métal, qu'en verre ou qu'en béton.
ils prennent tous les matériaux à disposition. Et ça les rend plus inventifs et ça permet d'avoir des effets plastiques, des effets de texture extrêmement variés. De ce point de vue-là, la modernité des années 50 se distingue clairement de la modernité très, très rigide des années 20. Elle s'en inspire, mais elle s'en distingue aussi assez fortement. Et en dehors du secteur de Royan, on va trouver quelques exemples. Il y en a beaucoup moins quantitativement, mais on va en trouver. C'est le cas ici de cette maison faite par Severo Migliorina, un maçon d'origine italienne du nord de l'Italie qui a fui l'Italie dans les fin des années 20 à cause de la montée du fascisme et également de la misère, et qui aboutit à Ronces-les-Bains, qui s'y installe, qui fait des maisons basco-hollandaises, mais qui est capable aussi de faire des maisons modernes, qui pourraient très bien être à Royan. Elle ne dénaturerait absolument pas. La partie en bas existe en Airbnb, si jamais vous voulez essayer. C'est des prix assez raisonnables, apparemment. Et puis, d'autres exemples, encore à Ronces-les-Bains, très bien photographiés là par Yann Verdefroy, qui permet de voir ces effets d'ombre et de lumière dus à la pergola, qui viennent en contraste avec simplement la pierre de taille. Ce n'est pas des effets, je dirais, grandiloquents, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est très bien fait et ça donne une architecture qui évolue bien au fil de la course du soleil dans la journée. On va en trouver aussi quelques exemples à La Rochelle, mais quand on regarde les dates, on est déjà dans les années 60. Or, en 58, à Royan, ça y est, c'est reconstruit. On ne fait plus ce type d'architecture. Et donc, cette modernité un peu brésilienne qu'on va trouver un peu partout, dans des proportions nettement inférieures, et notamment à Ronces ou à La Rochelle, elle est inspirée de Royan et non pas directement du Brésil. Ça arrive après. Même si, c'est un autre constat de l'étude, les milieux professionnels sont très cloisonnés. Ceux qui travaillent à Royan ne travaillent pas à La Rochelle, ne travaillent même pas à Ronces-les-Bains. On est vraiment sur un fractionnement de la profession qui est assez net. Et puis il y a d'autres exemples ici par Roger Hervouette, qui est un architecte rochelais majeur après la Seconde Guerre mondiale, et qui réinterprète aussi ces références brésiliennes avec cette façade faite avec des brise-soleil horizontaux en bois qui peuvent pivoter. Voilà, on a quelques exemples intéressants, mais ils ne sont pas nombreux. Et puis après, on va en trouver ici au château d'Oléron, des exemples là aussi qui sont d'une modernité, mais déjà un peu hybride, qui est mélangée avec des références plus conventionnelles, plus traditionnelles, ou cette petite maison à l'entrée de Marennes, juste à côté du château d'eau. Je pense que c'est un pavillon pour le gardien qui fait l'entretien du château d'eau, où on retrouve ces effets de moucharabier, ces toits à pente unique également, qui ont tant de succès dans le secteur de Royan. Alors, il y a aussi une autre modernité. Et au départ, quand on a commencé à travailler avec Michel Galis, on s'est dit qu'il doit y avoir des maisons d'inspiration américaine, de l'école californienne, alors plus ou moins inspirée, mais l'école californienne, avec des gens comme Neutra, comme Schindler, par exemple, a été tellement publiée dans les revues d'architecture qu'elle a eu une influence sur l'architecture européenne, et notamment française, et on s'attendait, dans le cadre du balnéaire, à en trouver un certain nombre. Alors, on en a trouvé, et ça correspond à ce que dit ou que disait Claude Parent, alors pas à propos des maisons de Charente-Maritime, mais en 1995, il y avait eu une exposition à Bordeaux sur une équipe d'architectes bordelais majeurs, Salier, Courtois, Lajus, Sadirac, et qui ont fait beaucoup de maisons, inspirées de l'école californienne notamment, mais en Aquitaine, pas ici. Et voilà ce que disait Claude Parent, mais Claude Parent généralisait, il dépassait le cadre de cette agence, il disait, il faut bien l'avouer, sans le savoir, sans le vouloir, ou de propos délibérés, de 50 à 60, nous avons tous été américains, interprétant en chacun sa manière les grands thèmes californiens du toit plat, des poutres apparentes, de la pierre mystiquement appareillée, de la noblesse domestique du bois. Tous ces éléments qu'on retrouve dans cette maison remarquable, qui est due là encore à Roger Barre, cet architecte, cet entrepreneur plutôt qu'on a déjà vu à Royan, et qui sont là. Alors, c'est pas une copie du tout des modèles américains, mais ça s'en inspire. Et donc, on en a trouvé, et il y en a d'autres, ici, par exemple, à Châtelaillon, ou encore ici à La Rochelle, une maison qui malheureusement a disparu depuis, mais on en a trouvé, j'en ai trouvé 12 sur 12 000. Donc, ça veut dire que c'est totalement insignifiant. Ça n'a aucune influence. Alors, elles sont intéressantes
à présenter, mais elles n'apportent rien sur la connaissance de ce qu'a été l'architecture de ce bord de mer. Elles sont dans l'expo, elles sont dans le livre, parce que ce sont des maisons intéressantes, mais si on était resté sur notre première idée de faire une étude sur les villas remarquables affichant de la modernité, elles auraient occupé une place énorme, alors que sur le plan de l'histoire de l'architecture, elles ne représentent rien. Donc c'est en cela aussi que la prise en compte de l'architecture ordinaire, de l'ensemble de la production, est une nécessité, à la fois pour bien comprendre cette architecture et en quoi elle est remarquable, mais aussi, et ça a été dit tout à l'heure par l'élu qui s'est exprimé, pour avoir des éléments pour mieux préparer les PLU, mieux préparer tous les documents qui permettent de gérer la ville aujourd'hui. Alors, j'en arrive à cette banalisation des types entre 1960 et 1980. Alors, ce n'est pas une banalisation brutale, mais progressive. Et il y a encore des œuvres de grande qualité dans les années 60 et 70, notamment cette maison d'André Morisseau, qui est un des architectes en chef adjoint aussi de Claude Ferré à Royan. Cette maison Bonjoc à Châtelaillon-Plage est tout à fait intéressante, mais c'est une modernité uniquement de façade. À l'intérieur, on est sur un plan assez ordinaire. La maquette existe aussi. Vous pourrez regarder le plan. Et puis, on a aussi, et moi ça m'intéresse beaucoup, ces maisons que j'appelle des maisons blocs. Pourquoi ? Parce qu'elles sont massives. Hein, c'est généralement assez trapu, couvertes d'un toit double ou 4 pentes plus souvent, avec une assise la plupart du temps en pierre de taille, avec une galerie, une loggia en façade qui souvent se retourne sur le côté. C'est une architecture où il y a encore des qualités plastiques, dans l'opposition des matériaux, dans les proportions. Mais c'est une architecture, je dirais, extrêmement fragile, qui déjà montre une certaine forme de réduction de la qualité, mais en même temps très fragile. J'en ai vu plusieurs qui aujourd'hui sont isolés par l'extérieur, de manière, je dirais, mais avec une bêtise, pas possible, avec des matériaux d'une qualité médiocre et sans aucune réflexion sur ce qu'était cette architecture. Donc tous ces effets mineurs, je le concède, mais qui faisaient la qualité de ces maisons, ont tendance à disparaître. Voilà, et si on isole cette maison par l'extérieur, ce crénelage ici va disparaître, et également la pierre que l'on voit là, et cette maison, de relativement simple, mais avec des qualités, va perdre toutes ses qualités. C'est la même chose avec cette maison à Bourse-Franche-Chaput. J'aime beaucoup cette poignée qui permet de la tirer. Et là, il y a encore des qualités aussi. Et puis, cette maison que M. Lafont m'avait invité à aller voir à Saint-Trojan-les-Bains, elle est dans son ouvrage, et qui est extrêmement intéressante aussi, notamment dans le traitement de l'angle, dans cette façon d'évider l'angle, avec un séjour qui est arrondi. Et puis, la qualité aussi du second œuvre, la qualité de la ferronnerie d'art qui est majeure dans les années 60. Donc on a une forme déjà de réduction de ces qualités, mais ça va aller beaucoup plus loin encore, avec l'émergence de ce qu'on peut appeler une architecture ordinaire. Alors dans le terme d'ordinaire, je le précise bien, je ne mets aucune valeur péjorative. Je reprends la première acception de l'adjectif qui découle d'un ordre de choses ou appartient à un type présenté comme commun et normal, c'est-à-dire qui plaît au fond à nous tous, qui plaît à la majorité, en tout cas qui ne déplaît pas, qu'on passe devant, on ne la remarque pas, on ne la regarde même pas, mais voilà, elle est dans le paysage et elle fait partie de notre univers. Chose qui a très bien été expliquée par Daniel Wollmann dans son livre avec ce titre remarquable, Désir de toi, mais que Thierry Jean-Monod et Chantal Calais ont aussi très bien présenté à travers l'étude des groupements de maisons individuelles en Nouvelle-Aquitaine, cette étude également financée par le CAUE 17, et donc également à une échelle nationale qui est bien abordée dans un ouvrage assez récent de Monique Eleb, une grande sociologue de l'architecture qui malheureusement est décédée il y a une quinzaine de jours à peine, et à qui j'emprunte le terme de générique. Elle explique bien comment, par tout un tas d'éléments de politique nationale, de subventions, d'aide à la maison individuelle, à l'accès à la maison individuelle, il y a une sorte de baisse de la culture architecturale et de la création architecturale. Et donc ça va passer par déjà la généralisation du permis de construire, donc avec de plus en plus de limites imposées par ceux qui sont chargés de faire respecter les textes. Et puis, tout un tas d'initiatives, la cité expérimentale à Noisy-le-Sec, les plans Logeco, les chalandonnettes, etc.,
qui petit à petit vont faire que ces maisons de bord de mer, comme le reste des maisons sur le territoire français, vont se métisser, vont s'hybrider avec ces caractères des maisons périurbaines, de ces pavillons de banlieue. Et on voit dans les années 60 et 70, surtout 70, cette perte de qualité assez importante. Alors, il y aura toujours des exceptions, mais majoritairement. Ces maisons ordinaires représentent, selon les secteurs du littoral de Charente-Maritime, entre 70 et 80% de la production. Donc avec les modèles Logeco, celui-ci on le trouve notamment à Saint-Trojan-les-Bains, mais on peut le retrouver ailleurs. Et puis donc avec cette disparition des qualités qui faisaient l'architecture balnéaire, c'est-à-dire avec des budgets moins importants, avec une réduction des surfaces, avec la disparition du toit terrasse et du toit à double pente inversée au profit exclusif du toit traditionnel, avec la disparition des sous-sols et des greniers, avec la recherche d'une plus grande compacité aussi, avec la disparition des façades profondes. Là, on a encore une petite exception avec le porche, mais sinon les façades redeviennent plates, contrairement à ce qu'on peut voir notamment sur le secteur de Royan, avec la suppression de toute forme de fantaisie également. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, à une certaine banalisation. Et enfin, dernier point, avant de conclure, on va assister dans cette période 65-80, alors qu'il y a d'une part cette banalisation et d'autre part cette contestation de l'architecture moderne, à l'invention d'autre chose et un retour de créativité. Alors, pas avec ces exemples-là. Ça, c'est à l'île de Ré. Et regardez les dates, 67, 77, 64, 79. Ces maisons pourraient très bien dater de la fin du 19e siècle. L'île de Ré est un cas à part, je l'ai déjà dit, qui est isolé de toute forme de créativité nouvelle et où il y a une application assez stricte de la volonté de conserver les qualités de l'architecture locale et où on brode uniquement avec ces qualités-là. Ce qui fait qu'il y a une unité remarquable, donc ça fait une île d'une très grande beauté, d'une très grande homogénéité, mais où il n'y a pas véritablement de création architecturale. Et aussi le paradoxe, c'est que quand je compare l'état des maisons dans les années 50, 60 et l'état aujourd'hui, ce sont ces maisons de l'île de Ré qui ont le plus changé, parce qu'on les a complètement transformées, agrandies selon les besoins, toujours dans ce même vocabulaire. Alors que les maisons modernes, les maisons régionalistes d'importation, elles n'ont pas subi ces transformations. Alors, cette postmodernité vernaculaire, elle se nourrit d'une part de ces qualités de l'architecture locale, dont j'ai déjà un tout petit peu parlé, mais elle se nourrit aussi de références savantes, entre guillemets, portées par les revues d'architecture et portées par des architectes de renom, comme le Danois Arno Jacobson, ou bien James Sterling, britannique, ou encore le Charles Moore, américain, qui, dans le même temps, pour d'autres raisons, mais parce qu'ils sont dans une forme de contestation de l'architecture moderne, réinvestissent les valeurs d'architecture locale dans leurs pays respectifs et travaillent, au fond, avec le vocabulaire qui ne va pas changer, mais c'est la syntaxe qui change. C'est la façon d'assembler ces volumes. Chacun de ces volumes est un volume traditionnel, avec des matériaux traditionnels, mais placé différemment en jouant du contraste des pentes de toit, notamment, et de la hauteur des volumes. Donc c'est une manière de renouveler, de rester dans une écriture régionale, et en même temps de la renouveler, de la réinventer. Donc peut-être on assiste là à l'invention d'un régionalisme d'Aunis et de Saintonge. On le voit dans le travail d'Hervouet avec ses associés Caris, Béraud et Gérard, dans cette façon de casser les pentes de toit, de les opposer. Alors ici, Caris et Hervouet jouent de la double hauteur générée par cette forme pour créer un espace assez intéressant. Il y en a un autre exemple dans l'exposition à travers les maquettes. Mais dans la plupart des cas, c'est le cas notamment sur une maison d'Yvan Caris à Châtel-Aillon-Plage, voilà, dans cette hauteur-là, il n'y a rien. Le plafond du séjour est à ce niveau-là et il n'utilise pas en fait. C'est uniquement un jeu extérieur, un jeu sur la volumétrie. Alors là encore, je ne veux pas vous vendre ça comme quelque chose d'exceptionnel, mais il y a là quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une postmodernité, d'une critique de la modernité inspirée par l'architecture vernaculaire. Et on en trouve un peu partout, sur l'île d'Oléron, sur l'île de Ré, sur tout le reste du littoral, avec ce jeu d'opposition, notamment de volume,
Encore une fois, le vocabulaire ne change pas, mais c'est la syntaxe qui change elle-même. Ici, un autre exemple remarquable dans l'île de Ré. Et puis, pour finir, un exemple à Saint-Denis d'Oléron, qui est tout à fait intéressant également. Alors, cette architecture, donc on le voit, elle a fini par se renouveler. On ne trouve pas, par contre, de postmodernité historiciste à la Ricardo Bofill. On ne va pas avoir de retour des colonnes et des choses comme ça. Non, mais on va avoir ici une certaine forme de postmodernité à travers cette relecture de la tradition. Alors, pour conclure, je reviendrai à la modernité, à la maison Harpel, donc, qui sert de décor pour le film de Jacques Tati, Mon oncle, en 1958, qui est une critique, mais en même temps une critique très bienveillante et qui montre que Jacques Tati comprend et connaît très bien l'architecture moderne. Mais cette maison, elle incarne une certaine forme de modernité dans les années 50. Jacques Lucan a dit de Royan que c'était la ville la plus 50 de France. Avec Thierry Jean Monod, nous avons complètement adhéré à cette idée, mais je crois qu'il faut revenir un peu dessus, en tout cas la relativiser, parce que les années 50, mais aussi les années 60 et 70, ce n'est pas que Royan, ce n'est pas que cette modernité-là, il y a différents types de modernité et il y a différents types d'écriture architecturale qui incarnent ces décennies, et il faut prendre en compte la totalité de cette production. Et puis cette maison, elle est le prétexte aussi pour Jean-Louis Cohen, qui est un des plus grands historiens de l'architecture aujourd'hui, tellement important qu'il n'enseigne pas en France, il enseigne aux États-Unis, hélas pour nous. Jean-Louis Cohen dit dans un de ses textes « La maison Harpel de Jacques Tati illustre surtout le rendez-vous manqué, à de rares exceptions près, entre l'architecture moderne et la maison individuelle. » Alors, c'est probablement vrai quand on étudie l'architecture à l'échelle du territoire. Et de ce point de vue-là, on peut penser que la Charente-Maritime fait partie de ces territoires un peu d'exception que Jean-Louis Cohen pourrait évoquer. Pourquoi ? Parce que j'ai dit il y a entre 70 et 80% d'architecture banale, ordinaire, sur ce littoral, mais ça laisse quand même entre 20 et 30% d'architecture qui a des qualités modernes ou régionales. Et c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup dans l'ensemble de la production architecturale. Et donc, il faudrait pouvoir multiplier ces études sur d'autres départements pour voir si on retrouve ces mêmes chiffres. Je crois qu'on les retrouverait pas nécessairement. Je crois qu'il se passe quelque chose en Charente-Maritime, en particulier dû à ce secteur exceptionnel de Royan, mais aussi avec des expériences intéressantes comme à Ronces-les-Bains, qui fait qu'on a dans ce département une architecture qui mérite attention. En tout cas, j'en suis persuadé, sinon je n'aurais pas fait le livre et l'exposition. Voilà, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si on a un petit peu de temps peut-être pour quelques questions, avant que vous puissiez aller faire un tour dans l'exposition, si vous n'avez pas encore fait. J'ai un micro pour les personnes qui souhaiteraient poser une question. J'aime bien ce plébiscite que vous me donnez là. Bon, il faut le temps de digérer. Et puis, voilà, il faut que vous achetiez le livre. Tout ce que je n'ai pas bien expliqué est bien expliqué dans le livre. Voilà. Moi, je pense simplement que oui. Ces maisons, elles ne sont pas très pratiques quand même, parce qu'on vit à l'étage. Oui. Pardon. Je ne suis pas architecte. Hein, non, mais moi non plus. J'habite La Rochelle et il y a une photo de ma maison ici. Mais on vit à l'étage. Et je monte et je descends les escaliers constamment. Oui. Voilà. Ça donne une vue sur le jardin. Oui, souvent elles sont faites comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de photos de maisons surélevées. Voilà. Alors, je n'ai pas fait le calcul, les proportions entre les maisons à un étage et les maisons simplement à rez-de-chaussée. Bon, ça mériterait d'être fait. Après, oui, il y a toute une étude sur l'usage qu'on peut faire de ces maisons qui serait probablement à faire. C'est une autre étude à mener. On pourrait aussi, je ne sais pas si c'est votre cas, faire une étude aussi sur les qualités, je dirais, thermiques de ces maisons. Elles n'étaient pas faites non plus avec des normes thermiques très poussées. Ce n'était pas non plus l'époque. Et puis, c'était les maisons de vacances. Donc, voilà, il y a plein de sujets comme ça, effectivement, qu'on pourrait encore
développées sur ces maisons. Dans l'ensemble, on a des maisons soit à rez-de-chaussée, soit à un étage. Les maisons à 2 étages sont pas très nombreuses et plus jusqu'à 3 niveaux, donc c'est 2 étages plus un rez-de-chaussée, sont vraiment rares. Oui, juste une réaction. Madame. Pardon. Oui, Pascal. Juste une réaction parce que j'ai écouté ce matin une émission où on parlait des assimilations, des régionalismes, où on a forcé dans toutes les régions à parler le français. Donc on a gommé les gens qui parlaient l'occitan, le breton, etc. Et donc est-ce qu'il y a un parallèle, parce que moi je ne suis pas sociologue, qui peut être fait entre gommer, parce qu'on voit dans les corrections qui sont apportées, tous ces régionalismes et cette volonté en fait très centralisateur de l'État français d'imposer en fait des modèles. Là aussi, je pense que ça mériterait d'être étudié. Je crois qu'il y aurait une étude approfondie à faire, que je n'ai pas pu faire, parce que voilà, il y avait d'autres choses aussi à faire, en essayant de retrouver les textes dans les différentes communes, dans les différents départements, qui fixent les règles justement de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, pour voir à quel point justement il y a une volonté de revenir à une identité dite locale ou française. En tout cas, je pense qu'il y a sûrement des parallèles à faire avec les grandes mesures à l'échelle nationale, à l'échelle territoriale, qui vont avoir tendance à baisser le niveau de la production. Mais peut-être Chantal Calais ou Thierry Jean Monod, qui ont beaucoup travaillé sur ce genre de questions, peuvent apporter des réponses plus pertinentes que les miennes. Non, mais c'est encore une question. Il y a une question qui est intéressante aussi, que tu as évoquée plusieurs fois, c'est la question des concepteurs qui étaient souvent des entrepreneurs. Et il y a une sorte de continuité en fait avec les siècles précédents. Oui. J'ai travaillé pas mal sur les maisons bordelaises qui sont, pour la majeure partie d'entre elles, construites par des entrepreneurs qui avaient une culture très savante de l'architecture. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, à partir du début du XXe, surtout dans les années 30, on voit apparaître les architectes dans cette architecture, mais ils étaient totalement absents, pratiquement totalement absents, sauf dans les maisons les plus cossues au XIXe siècle. Tout à fait. Donc on voit, c'est un peu le mythe de l'architecte absent de la maison individuelle. En fait, il a toujours été absent de la maison individuelle, encore aujourd'hui, et cette revendication, elle est défendable sans doute, mais en tout cas, historiquement, elle n'est pas construite. Tout à fait. Et là, moi, ça m'a frappé, effectivement, de voir à quel point, par exemple, sur Saint-Georges-de-Didonne, où j'ai pu dépouiller pas mal de permis de construire, je suis tombé sur 4 ou 5 entrepreneurs, dont un qui s'appelle Rocheteau, je ne sais pas s'il est de la famille de Dominique Rocheteau, qui est de ce coin-là, mais qui a fait des dizaines de maisons. Et un autre qui s'appelle Chauny également, qui dessine. Alors, il n'y a aucune de ces maisons qui est vraiment intéressante, mais voilà, parfois il y a des choses intéressantes, et c'est des gens qui pèsent vraiment sur la nature du paysage dans lequel nous évoluons. Il y a peut-être aussi une familiarité plus grande du travail de l'architecte avec ceux qui construisent. On a trouvé 2 maisons extraordinaires des années 50 que tu connais sans doute à Bordeaux, et elles ont été dessinées par des architectes, mais elles ont été construites par les propriétaires ou par un entrepreneur dans une autre situation. Et parfois, elles sont dans la liste des productions des architectes, comme celle de Courtois, par exemple. Et Pierre Lajusse nous a dit, si, elle est bien dans la liste de l'agence, mais c'est su nulle part, en fait. Et c'est l'architecte qui a dessiné une maison pour un copain. Et il se trouve que parfois, ce sont des très bons architectes. Oui. Peut-être quand même pour faire hommage aux architectes, dire que cette étude, elle révèle aussi qu'il y a des très bons architectes locaux qui ne sont pas connus au niveau national, mais qui ont une production assez extraordinaire. Ah oui, complètement. Pour la maison Boomerang, c'est assez incroyable. Il y a effectivement, dans cette étude, je n'ai pas trouvé un seul nom d'un grand architecte connu, quand je dis grand, connu plutôt, à l'échelle nationale. Mais il y a des dizaines d'architectes et quelques-uns assez exceptionnels. Quentin est vraiment un très très grand architecte.
Dès qu'il y a quelque chose d'innovant sur le plan technique, formel, spatial, distributif, souvent c'est une maison de Quentin. Et puis il y a ce Pierre Marmouget qui a une carrière fulgurante. À partir du début des années 60, on perd sa trace. Visiblement, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il a arrêté l'architecture, il quitte la région aussi. Mais pendant cette période, entre 1945, où il est tout juste diplômé, il est agréé architecte reconstructeur par le ministère avant même d'avoir passé son diplôme. Et donc, il fait ses premières armes ici sur le secteur de Royan. J'ai retrouvé une maison aussi de lui à Saint-Georges-de-Didonne. Et c'est quelqu'un qui est assez fabuleux. Le casino de Royan, on est persuadé avec Thierry Jean Monod que c'est lui certainement l'auteur. Le Palais des Congrès de Royan qui vient d'être rénové, là, qui va bientôt être inauguré à nouveau. Et il faut aller le voir parce que c'est une œuvre des années 50, c'est remise dans son état d'origine, c'est pétant, c'est absolument incroyable de qualité. Probablement c'est lui aussi. Et il y a ces maisons comme la maison Boomerang et d'autres maisons encore sur Royan ou Saint-Georges de lui. Et oui, il faut redécouvrir ces architectes. Il y en a d'autres, Ophelth et Legros, c'est bien. Il y en a un qui s'appelle Éveillé également, qui est vraiment très bien, très peu connu. Il y a quelques architectes qui viennent d'ailleurs aussi, comme Fernand Poncelet qui vient d'Angoulême. Voilà, il y a un foyer quand même là. C'est la reconstruction qui va attirer une soixantaine de jeunes architectes qui viennent d'Aquitaine ou de Poitou-Charentes. Et qui va faire de ce lieu un lieu de création étonnante. En plus, dans une période où il y a plus de liberté, véritablement plus de liberté. Il suffit de voir aussi ce que fait Pouillon à la même époque à Marseille. Il s'accorde beaucoup de liberté. On voit que ce n'est pas aussi rigidifié qu'aujourd'hui. Comment peut-on expliquer que Le Corbusier, qui a été pressenti pour reconstruire La Rochelle, quand même, à un moment donné, et qui a laissé tomber le projet, n'ait pas construit davantage de maisons dans la région, finalement? Alors, pendant la période qui m'intéresse, entre 45 et 80, pour lui, ça s'arrête en 65, puisqu'il décède en 65. Mais après la Seconde Guerre mondiale, et c'est une des raisons de l'échec de La Rochelle, il commence à accéder à des très grandes commandes. Et donc, La Rochelle, il n'est pas assez présent. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, il n'est pas assez présent. Il veut aussi imposer ses idées à un milieu professionnel et à des Rochelais et des habitants de la Palisse qui sont sur d'autres références. Donc, il y a une incompréhension. Et donc, il est démissionné de ses fonctions. Mais après, s'il ne fait pas plus de maisons, il n'en fait pas beaucoup plus ailleurs. Parce qu'en fait, il est occupé par quelques grandes commandes, l'unité d'habitation de Marseille, la chapelle de Ronchamp, le couvent de la Tourette, la construction de la ville nouvelle de Chandigarh en Inde. Voilà, tout ça l'occupe énormément. Donc il fait beaucoup moins de maisons individuelles. Les maisons individuelles, c'est plus dans une période presque de sa jeunesse, en tout cas quand il faut qu'il s'affirme comme un architecte de premier plan. Et donc ça confirme bien là le rôle important de la maison individuelle comme champ d'expérimentation, parce qu'il va trouver quelques personnes parmi ses proches ou parmi des artistes d'avant-garde qui sont prêts à lui confier des commandes. Voilà. Et donc là, il va faire un certain nombre de maisons, mais pas après-guerre. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre travail qui donne accès à des maisons et à de l'architecture qui est peut-être cachée dans certains jardins. J'en profite pour vous expliquer que Martin et moi, on est aujourd'hui installés sur le Mail, dans une maison de Roger Hervouette. On n'a pas l'année exacte de sa création. On l'a retrouvé l'autre jour dans un magazine de la Maison Française, qui date de 1958. Et c'est un projet associatif qui est ouvert le lundi après-midi, mercredi après-midi, vendredi après-midi et samedi, et qui donne accès à la visite de cette maison, donc, dans lequel on a un café associatif et d'autres activités ou ateliers. Mais on vous invite à venir voir, parce que rien que pour l'architecture, on se rend compte que c'est aussi une super opportunité de pouvoir donner accès à une maison de ce type d'architecture et d'une vue incroyable et d'un intérieur qui n'est pas meublé comme il le devrait pour lui rendre hommage, mais qui en tout cas a le mérite de donner accès à beaucoup de gens pour sa visite. Bah, c'est une bonne... Donc c'est au 94 Terre, Allée du Mail, donc c'est tout au bout, juste avant la clinique. 94 Terre Terre, Allée du Mail, voilà. Et on la retrouve. Elle date, alors une personne est venue, nous a dit 1948.
Vous n'êtes pas allé aux archives On n'est pas encore, non. Ils sont fermés, je crois. Ils vont bientôt rouvrir. D'accord. Donc, en tout cas, c'est des recherches qu'on Pardon peut faire. Ah, d'accord, très bien. Ça va aller ouvrir aux Journées du patrimoine. Ah, aux Journées du patrimoine. Donc ça se rapproche. Donc à la rentrée. Mais là, vous avez beaucoup de chance. Il y a quelques dossiers qui n'existent plus, mais on retrouve quand même la quasi-totalité de toutes les maisons qu'on peut repérer. Donc, effectivement, vous pourrez peut-être avoir accès à cette... Mais bon, en tout cas... si, voilà, elle fait partie du projet de la clinique du Mail, donc il faut en profiter avant fin septembre. Donc il faut se dépêcher pour aller la voir. Voilà, exactement. Merci pour cette information. Merci pour la conférence. Je me questionnais si vous avez évoqué un gros corpus d'études de plus de 12 000 maisons. Est-ce que ce corpus d'études, même sommaire sur les maisons que vous n'avez pas pris le temps d'étudier plus davantage, est disponible au public, soit par le site de l'inventaire ou là, il faudra demander aux responsables du CAUE, mais chaque année, j'ai remis au CAUE un rapport intermédiaire d'avancée de mon travail. Ce sont des rapports de 150 à 200 pages à peu près, où l'analyse commençait à se faire, mais c'était plus sous forme d'hypothèse que de réponse, je dirais. Et en même temps, je fournissais évidemment les clichés que j'avais pu faire, les clichés d'archives également que j'ai pu faire, avec pas une base de données, ce serait un grand mot, mais en tout cas un fichier Excel permettant de s'y repérer. Donc ça, c'est déjà au CAUE. Et là, d'ici la fin de l'année, je dois encore reprendre l'ensemble de cette documentation pour la vérifier, en faire une présentation peut-être plus efficace et y intégrer des derniers éléments de recherche que j'ai pu faire, notamment à l'occasion du livre, qui a demandé des recherches complémentaires, des documents que j'ai pu trouver ou des maisons auxquelles j'ai pu accéder, auxquelles je n'avais pas pu accéder auparavant. Enfin, voilà. Donc la documentation, si elle est consultable, le sera d'une manière plus aisée à partir du début de l'année prochaine. D'accord, mais via le CAUE 17. Oui, c'est le CAUE qui est le commanditaire, donc c'est chez eux que sont les documents. Ok, merci. Voilà, par exemple, je crois qu'ils n'ont pas encore les quelques centaines, voire milliers de permis de construire de Saint-Georges-d'Idonne que j'ai fait plutôt à la fin de l'étude, assez récemment. Okay. Et il faudrait continuer parce que je n'ai pas pu remonter jusqu'à très très loin dans les années. Il y a encore des choses à trouver, à identifier en tout cas. Ok, j'ai une petite question sur la structure plan des maisons. Vous avez décomposé en plusieurs périodes. Est-ce qu'il y a une influence des textes réglementaires, par exemple sur l'hygiène ou l'aménagement intérieur, qui conditionne aussi un peu ces périodes où c'est moins présent que ce qu'on pourrait voir au début du siècle? Oui, je pense que c'est moins présent. Il y a toujours dans les arrêtés de permis de construire des réserves concernant certains éléments liés à l'hygiène, mais c'est assez banal. Je veux dire, c'est presque toujours les mêmes phrases qui reviennent. Mais ces avis de permis de construire sont très intéressants à étudier parce que, par exemple, sur Royan, on se pose en ce moment beaucoup la question de la couleur. Et on voit, moi, à chaque fois que je vais à Royan, j'y vais assez régulièrement, je vois des maisons qui étaient blanches mises en couleur ou remises en couleur. Et il y a une tendance vraiment à colorer les maisons, et parfois de manière très intelligente. Hein. Ça fait bien saisir la profondeur des façades, des choses comme ça. Mais je crois sincèrement que les maisons, la très grande majorité, étaient blanches, parce que tous les permis de construire qu'on a consultés sur Royan, c'était à chaque fois ton pierre ou enduit clair. Donc il y a pu y avoir des dérogations, mais la couleur était plutôt réservée à quelques immeubles et aux bâtiments publics. Voilà, donc la consultation des permis de construire est très très riche, évidemment. Il pleut. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, juste pour préciser que la librairie Calligramme est à la sortie, si vous voulez acheter l'ouvrage, que vous pouvez bien sûr voir l'exposition qui va rester en place jusqu'à mi-juillet, et 8, pardon, et puis que vous pourrez visionner donc, ou sur le site du CAUE 17 la conférence de ce soir. Voilà, merci. Merci à vous.